Marcelle Bouvard. Cette vieille dame a été assassinée chez elle avec une arme des plus insolites, un Jéroboam, une grosse bouteille de vin de 3 litres. Il faut dire que l'affaire se passe à Ladois-Sérigny, entre les vignes d'Alox-Corton et celles de Nuits-Saint-Georges, des grands crus de Bourgogne. Marcelle Bouvard, c'était la veuve du maire, une femme très pieuse, mais aussi capricieuse, jalouse, économe. Alors, pourquoi est-elle morte? Pour ses vignes, ses maisons, ses sous, ou quelqu'un lui en voulait-il personnellement? Marcelle Bouvard, Mamie Gâteau ou Tati Daniel? En tout cas, au procès, il n'y avait personne pour parler d'elle. Forêt de Borne, en Bourgogne, le 16 avril 2006. Un dimanche de Pâques, j'ai décidé d'aller à l'abbaye de Cîteaux, qui est à une douzaine de kilomètres d'ici. Et sur mon chemin, il y a des étangs. J'ai l'habitude de venir regarder les oiseaux des plans d'eau. Et juste devant le premier étang, sur un buisson, je vois un portefeuille. Alors, j'ouvre ce portefeuille, je vois le nom d'une dame que je ne connais pas. Je dis, cette dame, elle doit être très inquiète. Et je vois un papier au pied du buisson, une carte d'identité. Donc, je savais l'adresse de cette dame. La carte d'identité est au nom de Marcelle Bouvard. Elle habite le village de Ladois-Sérigny. J'arrive chez elle, près de la gare de Sérigny, une maison isolée. Je frappe, personne ne me répond. Je sonne, pas un qui vive. J'ai dit, bon, maintenant, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est aller à la gendarmerie de Beaune pour déposer l'objet de mes trouvailles. Le lendemain, le lundi de Pâques, Marcelle Bouvard doit déjeuner chez son amie Suzanne. Elle m'avait dit qu'elle prenait Odette, Madame de Mitra, et elle me dit, mais tu sais, ça te fait rien, on ira de bonne heure. Oh, ben je lui dis oui. Moi, ça m'est égal. Je m'arrange en conséquence. Avant de partir, elle m'avait dit qu'elle me téléphonerait. J'ai vu qu'elle téléphonait pas. Oh, ben j'ai appelé 2-3 fois. Oh, ben je dis ma foi. À Marcelle, elle est déjà partie à la messe, puis elle a oublié. Puis c'est tout. Je téléphone. Le téléphone sonnait occupé. Puis au bout d'un certain temps, oh, ben je dis, elle a mal raccroché. À 11h30, on est passé. Je suis remontée sur les escaliers de l'autre côté. Marcel, rien. Puis comme la voiture n'était pas dans la cour, j'ai dit, elle est pas là. Puis elle a oublié de me téléphoner, c'est tout, bon. À midi, une patrouille de la gendarmerie de Beaune vient rendre ses papiers à Marcelle Bouvard. Ils se renseignent un petit peu à côté, chez les voisins, qui disent si c'est un peu bizarre, d'habitude elle est là, elle s'en va que le dimanche quand elle part à la messe, mais voilà, normalement elle devrait être là, mais il n'y a pas sa voiture. Le portail étant ouvert, mes 2 collègues rentrent dans la propriété pour essayer de voir si la dame ne se trouve pas dans son jardin. N'ayant pas de nouvelles, elle voit la porte du garage ouverte. Elle regarde par la porte du garage et là, elle constate que Madame Bouvard est couchée en bas de ses escaliers dans une mare de sang. Je rentre dans le garage.
Je regarde son pouls, je constate qu'elle est décédée. Je mets en place un gel des lieux et là je fais appel à mes collègues. Une équipe de la section de recherche de Dijon vient appuyer les gendarmes de Beaune. Alerté par les sirènes, un journaliste du bien public suit le convoi. Je vois un attroupement de gendarmes, de camions bleus, du rouge, du bleu, du blanc, enfin bref, ça clignote dans tous les sens. Dans la cour, je vois des techniciens de la gendarmerie habillés en cosmonautes, si vous voulez, avec leur combinaison blanche, et ils sont en train de faire des allers-retours entre cette cour et puis ils descendent dans le garage. Tout de suite, on voit le corps de la victime. Des blessures apparentes, il y a du sang. Maintenant, on se pose la question de savoir si elle a pu effectivement tomber des escaliers ou s'il y a autre chose. Les gendarmes se tournent vers la spécialiste de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Les traces que je trouve en entrant dans le garage, c'est au pied de l'escalier, une grosse flaque avec de l'imprégnation au niveau du sol et puis des traces plus petites de part et d'autre en fait, de cette flaque avec ce qu'on appelle des projections. Quand on observe justement les traces de projection, on sait qu'il s'agit de l'utilisation d'un objet contondant qui a été à l'origine en fait, de la projection de ces traces. L'autopsie confirme que Marcelle Bouvard a bien été tuée par les coups qu'elle a reçus sur le visage. Il s'agit d'un objet contondant relativement lourd quand même pour pouvoir laisser ce type de traces. On ne s'attend pas à retrouver un objet contondant sans bras de levier par exemple ou relativement léger. Il va falloir que ce soit un objet relativement lourd. Les gendarmes fouillent la maison à la recherche de l'arme du crime sans la trouver. À 4 heures, la gendarmerie m'a téléphoné. Est-ce que vous avez une chaise près de vous? Enfin bref. Alors j'ai dit oui. Alors il me dit, écoutez madame, on va vous annoncer pas une bonne nouvelle. Votre ami est décédé, mais pas de mort naturelle. On a assassiné la Marcelle. Quand elle a dit assassiné, ça m'a donné un choc, vous pouvez pas savoir. J'ai cru, oh mais non, mais ma fille qui était là, elle dit maman, viens vite t'allonger, viens vite t'allonger. C'était l'horreur. Marcelle Bouvard avait 79 ans. Aimé Vitnez, vous avez été le maire de Ladois-Sérigny. Est-ce que vous connaissiez bien Marcelle Bouvard? Je connaissais très bien Madame Bouvard. C'était une femme très chaleureuse, qui discutait pas mal, qui avait souvent des petites anecdotes à raconter. Donc, autrement dit, c'était une femme très bien. Elle participait à des activités Elle participait avec son mari, puisque son mari était appelé souvent à des manifestations du village. Donc elle participait. Et c'était vraiment un couple qui était bien intégré. D'autant que lui, il était natif du village. Elle était veuve depuis combien de temps? Eh bien, le mari est mort en 2002, elle en 2006, donc elle a été pendant 4 ans. Quoi. Et elle vivait comment depuis la mort de son mari? Une fois qu'elle a été veuve, sa situation a changé, quoi. Elle s'est un peu repliée sur elle-même. Elle s'est repliée sur elle-même, exactement. Elle habitait à l'extérieur du village, à environ 1 kilomètre du village, près de la gare, et donc on la voyait moins. Elle avait de la famille dans le village? Elle avait des amis? Elle avait de la famille, mais pas de la famille proche, parce que le couple n'avait pas d'enfants. Mais elle avait des petits-neveux qui étaient sur place, et donc elle considérait comme ses propres enfants. En temps normal, votre village est plutôt tranquille? Ah ben, en temps normal, le village est tranquille, et lorsqu'est arrivé le crime, vraiment toute la population a été surprise, et ça a jeté un froid. Chacun se demandait si ça allait pas recommencer, et les personnes âgées se cloîtraient dans leur maison, surtout notamment les 3-4 personnes qui habitaient près de la gare, et qui elles, c'est des personnes qui vivent seules, âgées, donc qui avaient très peur, quoi. Les constatations faites au niveau de la police technique n'amènent à la découverte d'aucune empreinte, rien de particulier. Par contre, les constatations nous amènent à découvrir donc, que les fils du téléphone de Madame Bouvard avaient été arrachés,
Un vanity qui renfermait apparemment des bijoux a été vidé dans l'entrée. Mais ce qui est quand même troublant pour un cambriolage, c'est qu'aucune trace d'effraction n'est constatée sur les issues de la maison. Donc on est en droit de penser que Madame Bouvard a volontairement ouvert la porte à son ou ses agresseurs. Certaines choses nous dérangent. Je remarque qu'il y a beaucoup de valeurs en évidence dans la maison. Ce sont des choses qui nous sautent aux yeux et visiblement, si un voleur était rentré dans la maison, si nous on les remarque, il les aurait également remarqués. L'hypothèse peut être expliquée par le fait qu'il ait pu être dérangé et qu'il ait pris la fuite sans avoir eu le temps d'emporter les choses. Un autre élément vient étayer la piste d'une tentative de cambriolage. On apprend que, curieusement, la voiture de Madame Bouvard n'est pas dans la cour comme elle a l'habitude d'y être. C'est une Laguna, break. Cette voiture n'est pas là, elle est manquante. On échafaude l'hypothèse de quelqu'un arrivé par le train et qui aurait pu chercher à voler une voiture et que ça ait mal tourné. Donc je fais vérifier effectivement au niveau de la SNCF si des gens sont arrivés par le train, sont descendus. Et on arrivera à retrouver donc le train, puisqu'il y a un seul train qui s'arrête dans le créneau qui nous intéresse. On retrouve le chef de train qui est formel et qui dit « personne n'est descendu du train ce jour-là ». Les gendarmes poursuivent l'enquête de voisinage. Mais dans le quartier de la gare, en dehors des trains qui traversent le secteur sans même s'y arrêter, il ne se passe rien. Certaines personnes nous disent avoir vu un vagabond traîner à proximité, disons, du quartier. Avec l'aide de mes collègues des brigades environnantes, on arrive à identifier 2 individus qui circulent à pied le long de la route Dijon-Beaune. L'un d'eux est même entendu dans l'affaire et invoque un alibi. L'homme assure qu'il n'était pas à Ladois-Sérigny, mais à Alox-Corton, de l'autre côté de la nationale. Les éléments confirment qu'il n'était pas du tout présent sur les lieux, notamment le samedi dans la journée du 15 avril. Sans la moindre piste, les gendarmes recensent alors tous les incidents signalés dans la région pendant ce week-end de Pâques. Et ils en trouvent un. Dans la forêt de Borne, à 5 km de Ladois-Sérigny, un feu s'est déclaré. Et donc j'ai des collègues de la brigade territoriale qui découvrent un véhicule dépourvu de plaques et dont, au premier abord, il n'est pas identifiable. On a une Laguna brûlée, calcinée entièrement. Il reste vraiment que la carcasse de la voiture. Mais les investigations sur les numéros de série et sur le numéro moteur nous amènent à effectivement identifier la voiture de Madame Bouvard. Donc on fait une perquisition dans cette voiture et on découvre des objets fondus dans le coffre, etc., dont un gros morceau de verre qu'on va prendre, sans savoir ce à quoi il correspond. Cette voiture brûlée permet aux gendarmes de déterminer l'heure à laquelle Marcel Bouvard a été tué. Car le témoin qui a signalé le feu dans la forêt le samedi 15 avril est très précis. Il est formel sur l'heure, il est aux environs de 19h30. Donc, sachant que la voiture de Madame Bouvard a brûlé dans ce bois, et après vérification auprès des pompiers du secteur qui n'ont eu aucun autre incendie de signaler dans les environs, on en déduit qu'effectivement c'est bien la voiture de Madame Bouvard qui brûlait. On fait des investigations dans le voisinage. Dans un premier temps, son voisin direct nous dit avoir vu le samedi, donc 2 jours avant la découverte du cadavre, Madame Bouvard dans son jardin vers 18h30. Donc on a un créneau horaire qui se situe entre 18h20, l'heure où elle est vue vivante, et 19h30, l'heure où brûle la voiture. Les gendarmes ne savent toujours pas à qui Marcel Bouvard a ouvert sa porte le samedi 15 avril à 18h30. L'enquête est au point mort quand ils reçoivent un coup de fil. Ce coup de fil, c'est celui du mari de la petite nièce de Marcel Bouvard, celle que tout le monde appelle sa petite fille. Il a reçu un étrange SMS. C'est un matin, je me lève, je descends, je me fais un café, et puis c'était toujours dans l'ordre des choses, je me fais un café, puis je m'allume mon téléphone pour me reconnecter à la vie. Là, je reçois un message, textuellement marqué « On sait que c'est toi ». C'est un numéro 06, donc c'était pas un numéro de mon répertoire, donc c'était pas quelqu'un que je connaissais.
Il s'est présenté à la gendarmerie, nous avons procédé donc à l'audition de ce monsieur et fait donc des investigations. On a été auditionné le même jour avec ma femme, donc on est convoqué à 8h, 8h30 le matin. On est séparés chacun dans un bureau, suffisamment loin pour pas s'entendre. Et là, j'ai en face de moi 2 gendarmes. Donc un qui fait le gendarme gentil et l'autre qui fait le gendarme un petit peu plus brusque. Et ça a été des questions en rafale. Je rentre directement dans la case suspect parce que je me retrouve tout seul, j'ai aucun alibi, j'ai personne qui peut prouver à ce moment-là. Personne n'est passé chez moi, personne pas un coup de fil. J'étais vraiment, ce jour-là, complètement tout seul, chez moi. Les gendarmes enquêtent sur Fabrice. Nous savons qu'il y a quelques petits différends avec Madame Bouvard. Cette personne habite en location dans un logement de Madame Bouvard, qu'elle loue donc à sa petite nièce et, de par le fait, à son compagnon. Et Madame Bouvard s'est déjà plaint à plusieurs reprises du comportement de cette personne, à savoir qu'elle le soupçonne d'avoir volé dans sa cave quelques bouteilles, également faire de la mécanique dans sa cour et que ça empiète sur la cour et les autres appartements qui sont dans ce lieu. Les gendarmes découvrent aussi que Fabrice pourrait avoir un mobile. Fabrice n'est pas censé ignorer que sa concubine est une héritière potentielle de Madame Bouvard. On peut également voir ça sous cet angle, puisqu'effectivement Madame Bouvard possède pas mal de biens et qui, n'ayant pas d'héritier direct, on pense effectivement que sa petite-fille et son petit-fils Geoffrey peuvent être des héritiers. Un mobile, pas d'alibi. Les gendarmes pensent tenir une piste quand ils découvrent le poteau rose, ou plutôt l'auteur du fameux SMS. On a vu que c'était en quelque sorte un canular qui a mal tourné. C'était son frère qui avait emprunté un téléphone et qui lui avait envoyé ce SMS par mauvais goût. Antoine Brugère, vous êtes le juge qui a instruit ce dossier. Que savez-vous exactement de la victime ? Alors Marcelle Bouvard est une octogénaire, elle est veuve. Peu de familles, les plus proches membres de celle-ci sont un petit-neveu et une petite-nièce, Geoffrey Perrin et sa sœur Marie-Madeleine, mais elle les considère comme ses petits-enfants. En dehors du SMS, cette blague de mauvais goût, dans quelle direction enquêtez-vous ? Alors la configuration des lieux est un petit peu particulière puisque Madame Marcelle Bouvard habite loin du centre-ville de la Loire-Sérigny, dans un petit hameau. Donc on n'arrive pas par hasard, sauf si on se perd, dans ce hameau où elle habite, à moins que ce soit quelqu'un de très proche, voire un voisin qui ait commis les faits. Et vous avez un peu le profil du ou des tueurs ? Alors, compte tenu de l'arme contondante qui a pu être utilisée, c'est nécessairement, à notre avis, un jeune homme, ou en tout cas un homme de bonne condition physique, parce que c'est un objet qui est lourd et qui a un certain poids. Par ailleurs, si ce sont des personnes qui sont venues de l'extérieur, ils se sont rapprochés en voiture. L'auteur repart avec la Renault Laguna de Marcelle Bouvard. Ils sont donc au moins 2 sur place. Donc vous penchez plutôt vers un familier ou un voisin ? Absolument, et c'est vrai que les constatations sur place d'un véhicule qui a été volé, mais qui a été détruit très rapidement et qui donc n'a servi quasiment pas aux auteurs des faits, plus un cambriolage qui n'en est pas vraiment un, puisque la maison n'a pas été fouillée, les meubles n'ont pas été visités. Il y a juste un vanity de renversé, quelques bijoux de prix. On a le sentiment qu'il y a un gros écart entre l'atteinte à la personne de Marcelle Bouvard, qui est dramatique puisqu'elle décède, et puis en réalité une atteinte au bien avec un butin relativement modeste qui nous laisse penser qu'il y a eu une mise en scène et qu'en réalité l'objectif d'eux ou des auteurs était plutôt de s'en prendre physiquement à Marcelle Bouvard. Marcelle Bouvard est inhumée le 22 avril 2006. C'était une amie de tout cœur. Pour moi, c'était une sœur. C'était un enterrement où il y avait beaucoup de monde, énormément de monde. Nous, on est arrivés à l'église, ils ont posé le cercueil et on est arrivés dans les premiers emplacements, les emplacements réservés à la famille, quoi. Lors des obsèques de Madame Bouvard, je prends la décision de faire couvrir l'événement.
de façon à voir qui venait à ses obsèques, comment elles se déroulaient, sachant que la piste d'un proche semblait privilégiée à ce moment de l'enquête. Dans l'église, Marie-Madeleine et Geoffrey, les petits-neveux de Marcel Bouvard, s'installent au premier rang. Geoffrey est là et quand il lui demande de porter la lumière autour du cercueil, il refuse. Le premier geste, c'est un refus catégorique et puis après, ils fond en larmes. Il était en sanglots, recroquevillé sur lui-même. La famille essayait de le réconforter. Le gamin, il a mis des fleurs sur le cercueil de Madame Bouvard, dessus. Puis il pleurait comme une madeleine. Visiblement, le comportement du petit-neveu Geoffrey a surpris quelques personnes, puisqu'on sait que depuis des années, il n'avait pas de contact avec sa grand-mère, qui disait sa grand-mère, et qui était en fait sa grand-tante. La réponse se trouve peut-être dans l'histoire de la famille. Les gendarmes ont fouillé le passé de Marcel Bouvard. Elle s'est mariée en décembre 1945. Charles Bouvard, son mari, est rapidement devenu quelqu'un d'important dans le village. Madame Bouvard était très fière d'être l'épouse du maire du village. Madame Bouvard était une personne très coquette qui accompagnait son mari dans pratiquement toutes les manifestations. Elle suivait. Ah, elle allait partout. Ah ben, elle allait beaucoup en voyage, elle montait souvent à Paris. Oh, mais non, mais elle était tout le temps avec. Hein. Oh, ben attention, fallait pas le regarder, son mari. Ah non, surtout pas le regarder. C'était fichu, hein. Elle vous en voulait. Marcel se faisait toujours remarquer par une attitude d'enfant gâté, quoi. Jalouse, enfant gâté, qui faisait des caprices. Au fil du temps, le couple Bouvard s'est constitué un patrimoine important. Elle voulait quelque chose, elle y avait. Ses petits appartements, c'est un peu elle qui a insisté parce que Charles, lui, à part la doigt, c'était un gars sensationnel. Mais il y avait une souffrance, c'est que ils auraient voulu avoir un enfant, ils n'ont pas réussi à en avoir un. Alors Marcel élève son neveu, qui était orphelin. On l'appelait le petit Marcel. C'était un garçon gentil. Il était vraiment gentil. Et Marcel, pour lui, c'était sa mère. C'était sa mère. Après, il s'est marié, il a eu 2 enfants, Marie-Madeleine et puis Geoffroy. Et malheureusement, comme il avait un petit penchant pour l'alcool, le couple n'a pas tenu. Le petit Marcel n'a pas accepté ce divorce, il a bu davantage et puis l'accident est arrivé. Petit Marcel est mort dans un accident de voiture en 90, quelques jours avant Noël. Cet accident, il avait été provoqué par un abus d'alcool. C'était triste pour tout le monde, mais encore plus pour Marcel, parce que elle y était quand même attachée à son petit Marcel. Vous savez, quand il y a des gros drames comme ça dans les familles, faut pas croire que ça reste, que les autres, ceux qui restent, ils en prennent un coup. À la mort de Marcel, Daniel, la maman de Geoffrey, et puis Geoffrey se sont davantage écartés de Madame Bouvard. Hein, ça, c'est un fait certain. Donc, se voyant moins, s'appréciant moins, c'est sûr que ça n'a pas resserré les liens. Hein. C'est le petit Marcel qui faisait le lien. Et puis Monsieur Bouvard, ça c'est sûr. Charles meurt en 2002 et Marcel reste seul, vraiment seul. En perquisitionnant la maison, les gendarmes ont découvert que la vieille dame tenait un journal intime. Le journal intime, bien sûr, a été exploité et on constate qu'elle se plaignait un petit peu d'être isolée, d'être écartée de sa famille, de se sentir seule, et y compris de ses petits-enfants, puisqu'elle les appelle ses petits-enfants, Geoffrey et sa sœur, et en se plaignant qu'elle ne les voyait pas souvent. Dans son carnet, Marcel écrit «
Je suis seul au monde à jamais avec mon petit Volgan. Volgan, c'est son chien. Les gendarmes ont aussi trouvé 2 testaments. Dans le premier, le couple Bouvard léguait tous ses biens à Marie-Madeleine et Geoffrey. Mais dans le second, rédigé après la mort de Charles, Marcel réduisait considérablement la part d'héritage de ses 2 petits-enfants. Et là, je sais qu'on avait des discussions assez serrées, toutes les deux, parce que je ne comprenais pas qu'elle dit « T'as pas de fibre maternelle, sapristi, quand tu vois que t'as plus que comme proches parents et comme enfants, petits-enfants, tu peux pas leur laisser un petit peu... ça va pas t'appauvrir. » Les gendarmes font le rapprochement avec une phrase que Marcel a écrite dans son journal 1 mois avant sa mort. Une annotation attire notre attention où elle marque, elle écrit ne rien donner à Geoffrey. Ça nous interpelle un petit peu. Dominique, elle avait de l'argent, Marcel Bouvard, en fait beaucoup de biens. Oui, elle possédait de l'argent et oui, elle possédait des biens. En tout cas, elle avait un bel héritage. La maison dont elle était propriétaire, à Ladois-Sérigny, plus 2 autres maisons dans le cœur du village, 2 jolies maisons dont celle qu'habitait Marie-Madeleine. Elle était également propriétaire de 3 résidences secondaires, une maison en Charente-Maritime à Saint-Palais-sur-Mer que son mari et elle avaient baptisée Sassandre, un studio à la Londe-les-Morts dans le Var et une maison dans la Meuse à Châtencourt. Et puis, elle possédait aussi 2 vignobles, un vignoble à Ladois-Sérigny et un autre à Pernon-Vergelès, c'est en Bourgogne également. Et elle avait des comptes en banque ? Oui, elle avait de l'argent sur des comptes en banque. Elle avait plusieurs comptes, mais au total, elle avait 87 000 € en banque. Donc ça fait quand même un bel héritage. Et qui devait hériter alors ? Mais initialement, dans le testament qui est rédigé par Charles Bouvard et Marcel Bouvard, les 2 seuls héritiers sont Geoffrey et sa sœur Marie-Madeleine, qui héritent donc de la totalité des biens et de l'argent qui se trouve sur les comptes en banque. Mais après la mort de son mari Charles, Marcel Bouvard va écrire un autre testament et elle va rééquilibrer les choses. Donc c'est ce testament, elle va rééquilibrer les choses et elle va répartir les biens. Donc Marie-Madeleine, la sœur de Geoffrey, va hériter de la maison dans laquelle habite Marcel, rue de la Folie. Geoffrey, lui, va hériter d'une des maisons qui se trouve dans le cœur du village. La 2e maison, les résidences secondaires et l'argent iront du côté de la famille de Marcel, donc à ses neveux et à ses cousins, donc dans sa famille à elle. Mais ce second testament, Geoffrey n'en avait pas connaissance. Les gendarmes convoquent Geoffrey Perrin. On lui demande le 15 avril, à la date des faits, où est-ce qu'il était. Donc il nous dit tout simplement qu'il était chez lui, qu'il n'a pratiquement pas bougé de l'après-midi et que son amie, Lucie, pourra confirmer tout à fait cette audition parce qu'elle est rentrée en fin d'après-midi et elle pourra confirmer sa présence à son domicile. Elle me dit qu'elle est allée à la maternité l'après-midi voir une de ses amies qui avait accouché avec un ami qui s'appelle Anthony qui l'a conduite à Châlons. Au retour, vers 19h, quand elle arrive, Geoffrey est chez lui. Voilà, ils ont passé la soirée ensemble sans qu'il y ait eu rien de particulier. Les gendarmes chronomètrent. Entre Ladois-Sérigny et Verdun-sur-le-Doubs, il faut plus d'une demi-heure de route. Geoffrey n'aurait donc pas pu commettre le crime, brûler la voiture et arriver à la maison à 19h. Ils vont alors entendre Anthony, le copain qui a accompagné Lucie à la maternité. Anthony nous dit qu'au retour de la maternité, ils ont croisé, donc lui se trouvant avec Lucie, ils ont croisé Geoffrey et Johnny qui circulaient à bord du véhicule de Johnny, une Peugeot 605. Johnny, c'est un ami de Geoffrey. Anthony ne les aime pas beaucoup tous les 2. Anthony nous déclare donc que Johnny et Geoffrey les ont rattrapés et qu'il y a eu une altercation entre lui et Geoffrey. Geoffrey semblait jaloux du fait qu'Anthony ait passé l'après-midi avec sa copine. Les gendarmes entendent à son tour le fameux Johnny. Johnny ne nous a pas parlé de cette altercation. Lucie n'a jamais fait état de cette altercation. Lorsqu'avec mon collègue, nous sommes rentrés dans le véhicule, on s'est regardés tous les 2 et on s'est dit, là, il y a quelque chose. C'est pas normal. Et on a décidé de creuser un petit peu plus l'emploi du temps de Geoffrey.
Les réquisitions téléphoniques ont permis de déterminer une chose très intéressante pour l'enquête. C'est que ce samedi 15 avril, aux alentours de 18h30, le téléphone de Geoffrey déclenche une cellule relais implantée sur la commune de Beaune et qui couvre la commune de Ladois-Sérigny, lieu du domicile de Madame Bouvard. Geoffrey a certainement beaucoup plus de choses à nous dire qu'il ne nous a dit. Qui sont alors ces Johnny et Geoffrey? Geoffrey, on rappelle qu'il est le petit-neveu de Marcel Bouvard. On l'appelle affectueusement son petit-fils, mais c'est son petit-neveu. En 2006, quand les gendarmes viennent le chercher pour le questionner, il a 23 ans. Il a une sœur, une mère qui est restée dans la région, qui est à Beaune, qui travaille dans un supermarché où il prépare les commandes des clients. Geoffrey, il a tenté un CAP de ferronnerie d'art qu'il a raté. Et il a ensuite fait différents petits boulots. Et en 2006, eh bien, il vient de se faire renvoyer d'une entreprise pour faute. Il est au chômage. Il a une petite fille qu'il a eue d'une précédente union, mais il n'a pas reconnu cette petite fille. Pas avec Lucie, donc. Pas avec Lucie. Donc, quand on vient le chercher, il vit avec Lucie. Tous les deux sont des gros consommateurs de cannabis. Ils fument une vingtaine de joints par jour. Ça veut dire beaucoup de drogue, pas de travail, donc des problèmes d'argent récurrents. Et il a un casier, Geoffrey? Il a un tout petit casier judiciaire. Il a 2 condamnations sur son casier. Une condamnation à 1 mois de prison avec sursis et 8 mois de suspension de permis de conduire pour des blessures involontaires alors qu'il conduisait une voiture. Et puis, il a une autre condamnation à 250 € d'amende et 8 jours de prison avec sursis pour avoir cambriolé un dépôt-vente avec un copain, dépôt-vente dans lequel ils ont volé une console de jeux vidéo et des jeux vidéo. Et puis, il est connu aussi pour des bagarres, c'est-à-dire qu'il a le coup de poing facile. Et Johnny? Alors, Johnny, lui, il a 21 ans. Il est l'aîné dans une famille de 3 enfants. Les parents se sont séparés assez rapidement. Il a été placé de 13 ans à 17 ans dans une institution. Il a passé un CAP, il l'a eu, lui, un CAP de peintre plaquiste. Il a aussi 2 condamnations mineures sur son casier judiciaire pour des délits routiers, dont une suspension de permis de conduire de quelques semaines. Ce sont de tout petits délinquants, en fait. Oui, Frédéric, de tout petits délinquants. En tout cas, rien qui puisse laisser penser aux auteurs d'un assassinat. Ils n'ont absolument pas le profil. Le 30 mai 2006, 1 mois et demi après le meurtre de Marcel Bouvard, Geoffrey, Lucie et Johnny sont placés en garde à vue. Les gendarmes viennent de boucler une fille de 19 ans, 2 garçons de 21 et 23 ans, autant dire 3 gamins. Geoffrey nie avoir tué Madame Bouvard, il comprend pas, il est étonné, il n'y a aucun élément pour lui, il nie vraiment fortement sa participation à cet homicide. Non, ma grand-mère, je l'aimais bien, je vois pas pourquoi j'aurais tué. Je sais qu'elle va me léguer tous ses biens après sa mort, mais je voyais pas, j'avais pas du tout envie de la tuer. Dans le bureau d'en face, Lucie est en difficulté. L'audition est différente de la première. On voit déjà tout de suite que Lucie est déjà plus renfermée sur elle. Et le fait de lui avoir expliqué l'objet et l'infraction pour laquelle elle a été placée en garde à vue l'a fait déjà réfléchir. On sent Lucie fragilisée. Fragilisée, elle n'a quasiment pas d'amis. Elle ne sort pas sans Geoffrey. Elle ne va nulle part sans lui. Et elle nous avouera que Geoffrey l'a déjà frappée. Et c'est ça, je crois, le point qui a fait démarrer et qui a fait craquer réellement Lucie. Elle me regarde, elle me dit « C'est Geoffrey qui a tué sa grand-mère ». Après 15 heures de garde à vue, les gendarmes confrontent Geoffrey aux accusations de Lucie. Et là, il nous dit « Effectivement, j'avais prévu de tuer ma grand-mère ». Geoffrey explique aussi le rôle de Johnny. Il va nous dire, Johnny, en connaissance de cause, m'a amené sur place, parce que lui n'a pas de moyens de locomotion, donc il a eu besoin de faire appel à son ami. Il m'a amené sur place en connaissance de cause, parce que je devais lui donner une partie pour l'aide qu'il m'apportait. Johnny nie tout en bloc. Par la suite, lorsqu'il apprend, par nous, que Lucie commence à raconter ce qui s'est réellement passé,
il commence à changer un petit peu de version. Et il en vient à nous dire qu'il a effectivement emmené Geoffrey à la Doua-Sérigny, mais il ignorait que c'était chez sa grand-mère. Dans la pièce d'à côté, Geoffrey se met à table. Il avait l'idée de tuer sa grand-mère parce qu'il était dans une situation financière, sans travail. Il voulait que son couple vive bien et il savait qu'il y avait l'héritage. Geoffrey raconte qu'il a demandé à Johnny de l'emmener à la Doua-Sérigny la veille de Pâques. Il décide, un samedi après-midi, de se rendre chez Madame Bouvard. Là, il se stationne à proximité de l'habitation, mais Geoffrey hésite. Il veut presque faire demi-tour, mais du coup, Johnny lui dit non. Allez, maintenant, on est là, vas-y, il faut passer le pas et tout ça. Geoffrey met des gants et s'approche de la maison. Geoffrey frappe à la porte, donc sa grand-mère l'accueille. Au départ, elle ne le reconnaît pas trop, donc il se présente, parce qu'il y a quand même quelques années qu'elle ne l'a pas vu. Et donc il discute de sa sœur. Ils vont s'asseoir dans le salon, tous les deux, comme avant. Sa grand-mère se lève, elle décide d'aller chercher des photos dans le garage. Et donc à ce moment-là, elle descend ces fameuses marches, lui est derrière et la pousse. Et là, elle commence à bouger, elle essaie de parler. À proximité, il y a une grosse bouteille, genre Magnum ou Jéroboam, et il tape sur sa grand-mère avec ce Jéroboam. Johnny attend près de la gare depuis plus d'1 heure. Geoffrey sort précipitamment de la maison, prend la voiture, les clés sont dessus. Pour ne pas laisser de traces, Geoffrey emporte avec lui l'arme du crime. Mais il réfléchit. Il se dit, je vais essayer de faire une simulation de cambriolage. Donc il revient à la maison, coupe les fils du téléphone et fait une simulation de fouille dans la vanity. Et il part avec la voiture de sa grand-mère. Johnny le suit. Il se rend dans un bois. Et là, Geoffrey trouve dans la boîte à gants le portefeuille appartenant à Madame Bouvard. Et il prend l'argent et des timbres qui sont à l'intérieur. Butin, 20 € et 2 carnets de timbres. Cette fois, les gendarmes ont toute l'histoire et des aveux. Geoffrey part en prison à la maison d'arrêt de Dijon. C'est un petit gringalet moi, j'ai le souvenir d'un petit gringalet tout fragile. Oh non, moi, j'aurais jamais pensé qu'il aurait fait ça. Il n'avait pas la carrure. Je n'y croyais pas. Mais bon, il fallait se rendre à l'évidence. Et j'attendais de savoir ce qui avait un petit peu entraîné Geoffrey dans cette spirale de violence par rapport à la personne qu'il considérait quand même comme sa grand-mère. C'est aussi ce que veut comprendre la psychologue que rencontre Geoffrey en prison. Il n'aimait pas cette femme, que tout le monde trouvait qu'elle était une femme estimable, mais qu'en fait, elle ne l'était pas pour lui, parce qu'elle était responsable du fait que, sa mère n'avait pas eu d'argent à la mort du mari de Marcel. Et ça, pour lui, c'était la preuve que c'était quelqu'un qui n'était pas aussi estimable que cela. Geoffrey en voulait terriblement à sa grand-mère, qui ne lui aurait montré aucune attention. C'est en tout cas ce qu'il explique à la psychologue, et pour la première fois,
Il raconte son enfance difficile. Il me parle de son père et de la violence et de l'alcoolisme de son père. Quand il avait 5-6 ans, il était en voiture avec son père qui était ivre. Et c'était lui, le petit garçon, qui disait à son père « Fais attention, freine ». C'était le petit garçon qui guidait son papa. Au cours de ces entretiens, la psy découvre une signification cachée au geste de Geoffrey. L'utilisation de l'arme, de l'arme du crime, une bouteille, je peux l'interpréter par le fait qu'il rend Marcel responsable de l'origine de l'alcoolisme de son père. Il me disait que Marcel avait fait boire son père et en particulier le soir de la mort de cet homme, il était passé chez elle, elle lui avait donné trop à boire et surtout elle l'avait laissé partir. Geoffrey n'a que 8 ans quand son père meurt dans cet accident de voiture. Et ça, pour lui, c'était elle qui était responsable. Monsieur le juge, ce sont en fait 3 gamins que vous recevez dans votre cabinet. Est-ce qu'ils ont des regrets? Est-ce qu'ils ont l'air éplorés? Alors, ils sont tous les 3 très immatures, c'est sûr, et d'apparence très, très juvéniles. Geoffrey Perrin va raconter les faits, je dirais, avec une certaine froideur, une certaine distance, mais il commence à percevoir, je dirais, la gravité des faits qui lui sont reprochés et les enjeux du dossier. Et les 2 autres? Alors, Lucie va dire qu'elle fréquente Geoffrey depuis un certain temps, qu'il lui avait fait part de son projet de s'en prendre à sa grand-mère, mais qu'elle n'y croyait pas et qu'elle ne pensait pas qu'il en était capable. Elle est un petit peu sous la coupe de Geoffrey Perrin, qui a un ascendant sur elle. Quant à Johnny, il va avoir une défense argumentée en disant que s'il a conduit à proximité des lieux Geoffrey Perrin, il ne savait pas ce qu'il allait précisément y faire. L'arme du crime est assez insolite. Donc c'est un Jéroboam, une grande bouteille de vin de 3 litres en Bourgogne. Vous l'avez retrouvée? Alors c'est effectivement une arme peu banale. Et cette bouteille est détruite dans l'incendie de la Renault Laguna dans la forêt de la Borne. En fait, c'est le gros morceau de verre qu'on retrouve dans la carcasse de la voiture. Exactement. En détention, Geoffrey explique à la psychologue qu'en fait, il en voulait à sa grand-mère. Il la tenait en fait responsable en partie de la mort de son père. Que pensez-vous de ce mobile? Est-ce qu'il vous en a fait part? Non, c'est quelque chose qui figure effectivement dans l'expertise psychologique. Durant l'instruction et les interrogatoires que je vais mener de Geoffrey Perrin, il va surtout insister sur la galère, comme il la nomme, dans laquelle il se trouve, et la nécessité absolument très importante pour lui d'avoir de l'argent par l'héritage de sa grand-mère qu'il pense faire. Il faut savoir que dans l'expertise psychologique, Geoffrey Perrin va dire d'autres choses qui vont s'avérer inexactes. Il va faire état de maghrébins qui l'auraient sollicité pour intervenir. Quand je vais le réinterroger à ce sujet, il va finalement maintenir ses déclarations initiales et s'impliquer seul dans la commission des faits. Quand il parle de Marcel Bouvard, est-ce qu'il s'exprime avec haine ou ressentiment? Plutôt avec une grande froideur et beaucoup de distance. Jamais il ne va émettre le moindre regret par rapport à ce qu'il a fait, en tout cas dans la phase de l'instruction. Vous décidez d'organiser une reconstitution. Qu'est-ce que vous en attendez? Le premier objectif, c'est de vérifier si les déclarations de Geoffrey Perrin, pour ce qui concerne précisément les faits, sont compatibles avec les constatations médico-légales et les expertises sur les projections de sang. Le deuxième objectif, c'est de voir si la version de Johnny, qui dépose à près de 600 mètres Geoffrey Perrin, est effectivement également possible, compte tenu de la configuration des lieux, et si la description qu'il fait du chemin de terre correspond effectivement à ce qu'on trouve sur place. Près d'1 an après les faits, Geoffrey et Johnny sont de nouveau sur les lieux du crime. Cette reconstitution, j'étais au premier plan puisque j'ai joué le rôle de Madame Bouvard. Geoffrey est froid, il ne montre rien du tout. Il reproduit ses gestes, comme il les a expliqués devant le juge. Voilà, sans sentiment, sans rien montrer.
Cette reconstitution permet de voir une chose, c'est qu'à ce moment-là, Geoffrey change un petit peu de version. Il explique son geste de façon, je dirais, accidentelle. À savoir qu'il était venu pour discuter avec sa grand-mère et que cette conversation se serait envenimée et qu'il l'aurait poussé, que ça aurait été un accident. Il veut s'en aller. Et elle veut le retenir. Il va, par un mouvement assez violent, la dégager de son bras parce qu'elle le tient. Il se dégage de l'emprise de sa grand-mère et c'est à ce moment-là qu'il explique qu'elle est tombée dans l'escalier. Donc autrement dit, il prétend à ce moment-là que le geste qui a provoqué la chute de la grand-mère n'est pas volontaire. Même si le geste n'est pas volontaire, Geoffrey n'appelle pas les secours quand Marcel gît au bas de l'escalier. Pire, il décide de la tuer. On comprend et on se met à la place de cette pauvre femme qui s'est retrouvée, j'allais dire, voilà, en bas des escaliers sans voir venir et qui, probablement sans défense, à 80 ans devant un jeune homme d'une vingtaine d'années. Et on peut sentir la peur qu'elle a eue face à lui. De son côté, Johnny raconte qu'il est resté pendant ce temps-là dans sa voiture, tellement loin de la maison qu'il ne pouvait même pas la voir. C'est vrai, c'est pas parce qu'il voyait pas la maison, Johnny, qu'il ne savait pas ce qui allait se passer. Néanmoins, je pense que si Geoffrey avait dit à Johnny « Accompagne-moi, je vais assassiner ma grand-mère », il est évident que Johnny ne serait jamais venu. Il ne pouvait pas savoir de toute façon que Geoffrey allait assassiner sa grand-mère. Et ce d'autant plus que, selon mon intime conviction, je pense également que Geoffrey, lui, n'allait pas non plus assassiner sa grand-mère et qu'il n'allait pas se rendre là-bas pour l'assassiner. Monsieur le juge, vous organisez une confrontation entre Geoffrey et Johnny. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça ne donne pas grand-chose parce que Geoffrey maintient grosso modo ses déclarations et ses accusations par rapport à Johnny. Et Johnny reste de marbre et répète, comme il l'a fait tout au long de l'instruction, qu'il ne savait pas précisément ce que Geoffrey allait faire à proximité de la Doigt-Sérigny. Johnny expliquant même qu'il ne savait pas que la grand-mère de Geoffrey habitait par là, qu'il pensait que Geoffrey allait récupérer de l'argent, mais sans savoir précisément comment, indiquant qu'il pensait qu'il trafiquait dans le cannabis et que c'était ça dont il s'agissait, et qu'il ne va comprendre en réalité les agissements de Geoffrey qu'après coup. Mais Johnny, il vient quand même avec lui brûler la voiture, se débarrasser des bijoux. Donc comment il explique ça ? Johnny conteste avoir participé à l'incendie de la voiture et conteste avoir conduit Geoffrey à proximité du Doubs pour y jeter les bijoux. À la fin de l'instruction, est-ce que vous avez réussi à déterminer en fait le rôle des uns et des autres ? Pour Geoffrey, les choses sont relativement claires puisqu'il a donné depuis le départ de sa première comparution une version relativement détaillée. Pour Johnny, eh bien, on n'en sait pas plus. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Mais pour vous, la préméditation, en fait, ne fait aucun doute. Geoffrey, à plusieurs reprises et depuis plusieurs mois avant les faits, avait laissé entendre à diverses personnes qu'il allait s'en prendre à sa grand-mère parce que celle-ci avait de l'argent et qu'il entendait, par le biais de l'héritage, récupérer cet argent. Il l'avait annoncé, en fait. Il l'avait annoncé. Il l'avait annoncé à plusieurs personnes, y compris à Lucie. Et qu'est-ce que vous avez d'autre comme élément ? Eh bien, le fait qu'il ait finalement décidé de passer à l'acte, qu'il ait pris des gants pour s'équiper et avant de se rendre chez sa grand-mère. Mais des gants, c'est pas une arme, quand même. C'est pas une arme, mais il enfile ses gants après avoir quitté la voiture. On se demande bien pourquoi il met des gants pour se rendre chez sa grand-mère. Ils sont tous renvoyés devant la cour d'assises ? Alors, Geoffrey Perrin pour assassinat, Johnny notamment pour complicité d'assassinat, et puis Lucie pour le recel de quelques timbres qui proviennent du vol commis chez Marcel Bouvard. En attendant le procès, Geoffrey reste en prison. Johnny et Lucie sont libres, sous contrôle judiciaire. Ils n'ont pas le droit de se voir. Mais ni les uns ni les autres ne semblent vraiment comprendre qu'ils sont impliqués dans un assassinat, aux grandes dames de leurs avocats. En prison à Dijon, Geoffrey n'évoque jamais sa grand-mère. Mais il parle de Lucie beaucoup. Il explique que, en fait, c'est pour Lucie qu'il a fait ça. C'est pour la gâter, c'est pour lui amener une autre vie. Et là, il se présente comme vraiment
quelque part le héros, le chevalier qui va transformer la vie de Lucie. Il m'en parlait beaucoup, il me disait qu'elle lui manquait et qu'il souffrait parce qu'il n'avait simplement qu'une petite photo d'elle dans sa cellule qu'il embrassait, et il aurait voulu être en contact avec Lucie. En plein été, Lucie, paniquée, appelle la gendarmerie. Lucie se manifeste en disant, voilà, j'ai reçu un coup de téléphone d'un individu, un message, disant que Geoffrey est en prison, qu'il est amoureux de moi, qu'il m'aime, qu'il est prêt à s'évader pour me rejoindre, qu'il ne peut pas vivre sans moi. Parallèlement, on apprend également que la mère de Geoffrey a également reçu un message d'une personne disant que Geoffrey lui demande de lui faire passer de l'argent pour pouvoir s'évader. Les gendarmes retracent ces coups de fil. Ils ont tous été passés par le même homme. Il s'appelle Eddie. Il a déjà fait plusieurs séjours en prison. Eddie, lors de son audition, nous dit, voilà, j'étais en cellule avec Geoffrey. Il m'a parlé, m'a raconté son affaire, ce qui lui est arrivé, comment il a tué sa grand-mère, etc. Mais Geoffrey, c'est un individu qui est instable et il est prêt à faire n'importe quoi pour sortir. Eddie raconte aussi que Geoffrey, qui est très jaloux, lui a demandé un service. Il m'a demandé, dès que je sortirai de maison d'arrêt, à procéder à l'enlèvement de Lucie. Pour la mettre où, on ne sait pas, mais enfin, l'enlèvement de Lucie, il m'a donné d'ailleurs un plan de la maison des parents de Lucie. D'ailleurs, il a été reconnu, ce plan était d'une justesse remarquable. Il y avait Lucie à l'extérieur, hein, et moi j'ai souvenir qu'il était extrêmement affecté par le fait d'être séparé d'elle et de ne pas savoir ce qu'elle faisait, de ne pas savoir ce qu'il advenait d'elle sans lui. Il y a pu avoir ça qui l'ait poussé à imaginer je ne sais quel stratagème. En tout cas, ça a été très défavorable pour lui. La surveillance de Geoffrey à la maison d'arrêt de Dijon est renforcée. Et les gendarmes n'entendent plus parler de rien pendant 1 an. Jusqu'au 19 juin 2007, jusqu'à ce qu'une patrouille découvre une voiture encastrée dans un poteau EDF à Saint-Bonnet-en-Bresse. Nous arrivons sur les lieux. Le véhicule Peugeot 605 blanc est au fossé. Tout l'avant du véhicule est abîmé, les plaques d'immatriculation ont été retirées et des câbles pendent sous le tableau de bord. Ce véhicule Peugeot 605, nous en connaissons un dans le village, donc ce véhicule pourrait appartenir à Johnny. Les gendarmes se rendent chez Johnny et lui demandent de les accompagner sur le lieu de l'accident. Johnny reconnaît son véhicule, mais il ne comprend pas parce qu'il est en possession de ses clés. Pour lui, le véhicule était en panne à Louhans. Ce serait donc un vol. Les gendarmes examinent alors plus attentivement la voiture. On s'aperçoit que les câbles du tableau de bord, en fait, ne sont pas ce qui sert à démarrer le véhicule. C'est des câbles de faisceaux lumineux qui ont été arrachés. Donc, ce qui nous laisse à penser que c'est un maquillage, une mise en scène. Il y a aussi un témoin qui a vu un couple à côté de la voiture accidentée. Il y avait une jeune fille assise sur un pont qui pleurait et qui prononçait la phrase « C'est pas vrai ce qui nous arrive ». Ensuite, il voit un jeune homme brun qui s'approche et qui lui dit « C'est bon, les secours ont été prévenus, vous pouvez quitter les lieux, on va bien, vous pouvez partir ». L'homme reconnaît Johnny et Lucie sur le tapissage photographique. Les gendarmes placent aussitôt Johnny en garde à vue, où il continue d'affirmer qu'on lui a volé sa voiture. Plus tard dans la journée, nous entendons Lucie qui reconnaît tout de suite les faits. Elle reconnaît avoir eu un accident et se trouver en présence de Johnny. Le problème, c'est que Lucie et Johnny n'avaient pas le droit de se rencontrer, comme le stipulait leur contrôle judiciaire. Immédiatement, je la convoque, évidemment. Elle vient avec son père. Et je lui passe un savant monumental en lui disant qu'il ne fallait quand même pas pousser trop loin le bouchon. Quand on est dans une affaire criminelle, on ne s'amuse pas en plus 10 mois après le déclenchement de l'affaire, on ne s'amuse pas à enfreindre une interdiction qui vous a été faite. Ça ne se fait pas, ça a aggravé son cas. Suite à l'accident, tout simplement, il retourne à la case départ, il est incarcéré. Et puis de toute façon, c'était l'évidence. Quand je l'avais rencontré au moment des faits, je lui avais dit qu'il avait violé le contrôle judiciaire, que c'était imparable et que malheureusement, il retournerait en détention provisoire et c'est ce qui s'est produit.
Le procès s'ouvre le 23 juin 2008 à Dijon. Un procès assez curieux, où l'arme du crime est une bouteille, la victime une vieille dame et l'assassin présumé son unique petit-neveu. De quoi émouvoir un jury. Mais en entrant dans la salle d'audience, tout le monde comprend vite que le procès ne se déroulera pas sous ce jour. Un détail ne trompe pas. Sur les bancs de la partie civile, personne n'est là pour, en quelque sorte, représenter cette grand-mère. Ni famille, ni avocat, il n'y a personne. Ce banc est vidé. Quand vous regardez les témoignages sur cette femme, notamment de la part de Marie-Madeleine, la sœur de Geoffrey, on dit clairement qu'elle est devenue pénible. Mais elle n'a peut-être pas tort d'être devenue pénible. Elle vit seule. Elle est brouillée avec beaucoup de gens. Elle se méfie de tout le monde car elle a l'impression qu'on essaye de l'exploiter. Effectivement, quand elle regarde les gens, elle a toujours l'impression de voir des dollars dans les yeux, si vous voulez. On l'appelle grand-mère, mais c'est une fausse grand-mère. Et comme elle n'est pas idiote, elle sait très bien que c'est un lien de parenté gentil, sympathique à l'américaine, mais qui ne recouvre absolument pas la réalité. Marcelle Bouvard n'était pas une mamie gâteau. La défense comprend vite que sa personnalité ne va pas alourdir le dossier des accusés. Mais elle doit surmonter encore d'autres obstacles. Celui de la préméditation, Geoffrey a-t-il préparé le crime? Celui des complicités, Johnny l'a-t-il aidé? Et quel a été le rôle de Lucie? Les jurés ont 5 jours pour se forger une conviction. Ils sont quand même 3 dans le box des accusés, donc il va falloir aussi se batailler contre 2 autres personnes dont on ne sait pas ce qu'elles vont dire et comment elles vont se positionner, puisque de toute façon, on va charger la barque du voisin pour alléger la sienne. Moi, mon problème, c'est la préméditation. Il est bien évident que c'est Geoffrey qui a tué sa grand-mère. Les choses sont acquises. Mais moi, je prétends que la préméditation, quand ce dossier est renvoyé devant la cour d'assises, elle n'est plus du tout acquise. Il est allé chez cette grand-mère sans armes. Il quitte la voiture de Johnny, il va chez sa grand-mère et il a pas d'armes. Voilà, ça c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. C'est important. Quand on met ses gants juste avant de sonner chez la grand-mère et de lui dire « Bonjour, mamie, je me présente », on n'a pas que des intentions parfaitement claires. Pour l'avocat de Geoffrey, un geste prouve qu'il s'agit simplement d'un meurtre. Il enlève ses gants. Il enlève ses gants. Et il rentre sans ses gants chez cette grand-mère. Il renonce à faire ce qu'il avait prévu de faire. Parce qu'il se retrouve devant sa grand-mère, qu'il ouvre la porte, qu'il l'embrasse. La suite, ce serait un coup de folie, un coup de sang que Marcel aurait déclenché en adressant des reproches à son petit-neveu. Mais un vendeur de voitures de luxe se présente à la barre. Il vient raconter comment il a fait la connaissance de Geoffrey et Johnny 2 semaines après le meurtre de Marcelle Bouvard. J'ai la visite de 2 jeunes qui ont un projet donc d'une voiture haut de gamme de sport qui m'expliquent pas vraiment tout de suite qu'ils vont toucher une certaine somme d'argent, un petit peu louche, un petit peu curieux. Ils s'orientent sur un modèle haut de gamme de sport, véhicule relativement cher dans la gamme, aux alentours des 70 000 € déjà à l'époque. Et au fil de la discussion, je comprends qu'il y a un héritage qui est attendu. Le témoignage du concessionnaire est terrible. C'est évidemment un élément à charge du dossier considérable, s'agissant de la préméditation. Geoffrey coule. Johnny, lui, ne veut pas se laisser entraîner dans la barque. Il jure qu'il n'a jamais été au courant du projet d'assassinat. Son avocate appelle à la barre le fameux Eddie, qui était en prison avec Geoffrey. Pour nous, c'est essentiel, son témoignage, il est capital. On l'attend de pied ferme et puis il arrive et il fait des déclarations tonitruantes. En fait, pour nous, c'est le sauveur. Là, il y a quelqu'un qui a été en cellule, en maison d'arrêt pendant plusieurs mois avec M. Perrin et qui vient dire aux jurés
il m'a clairement dit que jamais il n'avait informé Johnny, ni de ses intentions, ni de ce qu'il avait fait à l'intérieur de la maison. Et Johnny ignorait totalement qu'ils allaient chez la grand-mère pour éventuellement la tuer. Mais Eddie en fait trop. Il nous fait un numéro de vieux gangster, en quelque sorte. Hein. C'est vraiment cela. Hein. Il a vraiment une posture. Il joue. Hein. Là, il joue le rôle de sa vie, en quelque sorte. Un tocard complet. Un tocard. Un tocard, c'est... Il peut étonner des bourgeois en train de prendre le café dans leur salon. C'est un garçon qui sort de maison d'arrêt, qui voudrait jouer les grands bandits, mais qui est un tocard intégral. Un gendarme vient à la barre et révèle qu'Eddie a des raisons personnelles de vouloir disculper Johnny. Il a un lien avec la famille de Johnny, notamment la mère de Johnny. Donc, nous comprenons très vite, en fait, qu'il veut dédouaner Johnny par rapport à son lien affectif qu'il a avec, et non pas par rapport à ce qu'a pu lui raconter Geoffrey. Mais Johnny répète encore et encore qu'il n'était au courant de rien. Quant à Lucie, elle est absente des débats. Petit à petit, l'attention se concentre sur Geoffrey. Geoffrey se retrouve avec le procès tout entier sur le dos, hein. Évidemment. Mais c'est logique. C'est-à-dire que bon, le dossier ne plaide pas du tout en sa faveur. Donc il se retrouve finalement seul. L'avocat général requiert 30 ans contre Geoffrey, 8 contre Johnny, et il laisse la cour statuer sur le sort de Lucie. Après 3 heures de délibéré, les jurés estiment qu'il s'agit d'un meurtre et non pas d'un assassinat. Ils condamnent Geoffrey à 20 ans de réclusion criminelle. Ils ont considéré qu'on ne pouvait pas être certain du fait que Geoffrey avait prémédité son acte. Et ça, je trouve ça très important, qu'une cour ait le courage de dire « on ne sait pas ». Johnny, lui, est acquitté. Il y a un soulagement très très intense, puisqu'il a rééchappé à une déclaration de culpabilité, à une peine d'emprisonnement qui aurait pu être très lourde. Quant à Lucie, qui était poursuivie pour le recel de 2 timbres, elle est relaxée. Il m'a eu l'air pendant des mois et des mois tellement désemparé et à côté, j'allais dire de la plaque, comme on dit aujourd'hui, que ça m'apparaissait vraiment d'une grande normalité, que j'aurais préféré même que ne lui soit pas imposée une séance de 2 ou 3 jours devant la cour d'assises de la Côte d'Or. Les quelques membres de la famille Bouvard présents dans la salle repartent sans donner un sens à ce drame. Ça n'est ni queue ni tête, cette histoire-là. C'est simplement... il a fait exploser sa rancœur, c'est tout. La rancœur contre la grand-mère qui voulait... qui n'était pas... qui n'aimait pas. Il l'aimait pas, ça c'est sûr. Étienne Deur, à ce procès, vous étiez avocat général. Sur le banc des parties civiles, il n'y a personne. Personne pour parler de Marcel Bouvard, personne pour la représenter. Alors, qui l'a fait ? J'ai estimé que c'était mon devoir de rappeler un peu la mémoire de la victime et j'avais de mémoire réussi à retrouver une 15aine de témoignages que j'ai cités en partie, bien sûr, pendant mon réquisitoire. Parce que cela m'avait un peu choqué quand même. Parce qu'elle avait quand même beaucoup de biens. Donc il y a des gens qui allaient hériter de ces biens. Alors ce que je n'ai pu m'empêcher de penser, c'est que la maison et les vignes n'étaient pas perdues pour tout le monde. Et que j'ai pensé que les personnes qui allaient en hériter ou qui en avaient hérité auraient pu, par mémoire de leurs parentes, se constituer partie civile. Et comment vous avez pu la décrire alors de manière un peu positive ? J'ai fait appel à ses amis qui disaient que c'était quand même une personne de très bonne compagnie, assez chaleureuse. Bon, mais manifestement, entre elle et ses petits-neveux, le courant ne passait plus. Pourquoi vos réquisitions n'ont-elles pas été suivies ? Je peux vous dire que la préméditation est une chose qui n'est jamais aisée à établir auprès d'un jury. Mais pourquoi êtes-vous persuadé à ce point-là qu'il y a eu préméditation ? Alors moi je pense qu'il y a eu préméditation parce que d'une part, Geoffrey était en pleine galère et il se confiait à son entourage qu'il en avait assez, qu'il savait que sa grand-mère avait de l'argent. Et puis le fait qu'ensuite, 15 jours après, avec son ami, ils vont dans un garage pour faire des démarches pour acheter un cabriolet de luxe. Mais donc ça c'est après la mort ? Oui, mais ce sont des sentiments qui l'ont habité avant.
C'était mon sentiment. Bon, je n'ai pas été suivi puisque, d'une part, vis-à-vis de Geoffrey, la cour d'assises de Côte-d'Or n'a pas retenu la préméditation et Johnny a été acquitté. Mais nous avons fait appel que contre Geoffrey. Très honnêtement, l'acquittement de Johnny ne me choquait pas. Je pensais qu'il fallait que ce soit jugé. Les jurés ont estimé qu'il n'était pas coupable. Bon, je crois qu'il ne fallait surtout pas s'acharner contre lui. Et Lucie ? Alors Lucie, que l'on poursuivait pour le recel de 2 timbres-poste, bon, je ne préfère pas en dire davantage, mais étant tenu à une obligation de réserve, j'avais immédiatement abandonné les poursuites et j'avais dit aux jurés que je ne voyais même pas ce qu'elle faisait devant une cour d'assises. À ce procès, M. Vuitenez, personne ne s'est constitué partie civile. Comment vous expliquez ça ? Oui, c'est étonnant. Je suppose, moi, que c'est parce que la famille proche, c'est-à-dire de ceux qui habitaient la Doua, n'ont pas voulu encore aggraver la situation du jeune homme. Donc la famille de Charles Bouvard soutenait ? À mon avis, moi, selon que j'ai entendu, elle soutenait, soutenait sans soutenir, parce qu'on ne peut pas soutenir un crime, mais enfin, il était assez conciliant, si on peut dire. Pourquoi ? Parce qu'il trouvait que Marcel Bouvard, elle, avait été un peu dure, Eh bien, oui, qu'elle était dure, qu'elle ne donnait pas beaucoup d'argent, et c'est quand même l'argent qui a été le mobile du crime, alors qu'elle avait largement de quoi faire. Au final, qui a touché l'héritage ? Charles avait fait un testament entre époux où tous les biens de Charles allaient à Madame Bouvard, et donc Madame Bouvard, elle a fait un testament qui donnait ses biens à sa famille, à elle. Ça veut dire donc que la famille de Charles, elle qui était à la Doua, n'a rien touché, c'est ça ? Eh bien, ça veut dire ça, exactement. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces biens ? Eh bien, ces biens ont été vendus aux enchères, aux plus offrants. Lors du procès en appel en septembre 2009 à Chalon-sur-Saône, la préméditation a été retenue. Geoffrey a été condamné à 25 ans, dont 15 ans de sûreté.